c'est quelque chose qui est intéressant parce que Adam, quand il doit travailler le sol, il vient du sol, il retournera au sol, mais Dieu le sort du paradis, de l'Éden, du jardin d'Éden, pour qu'il travaille le sol et de manière pénible. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 29 juin, il est 20h36. Merci de nous avoir rejoints au son de Mozart. Petite musique de nuit au départ. Sérénade numéro 13 en sol majeur et les noces du Figaro. Mais là, ne m'en demandez pas plus. Je n'ai pas trouvé. Alors, cette émission est la 32e de C'est dans le sol, mesdames, messieurs. Cette émission qui existe depuis 3 saisons. Ça fait donc quasiment 3 ans que nous discourons chaque mois, une fois par mois, des sols, en principe le mardi, quelquefois aujourd'hui le jeudi. Une émission qui est née du Covid, qui est née pendant le Covid et qui a continué grâce à votre soutien, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux à nous regarder et à nous re-regarder ensuite lors de ce qu'on n'appelle plus les rediffusions, mais les replays. D'ores et déjà, vous pouvez retrouver 31 de ces 33 émissions, enfin 32 plus celle de ce soir, en ligne avec un petit texte que je compose moi-même sur la chaîne YouTube du groupe EIWA. Voilà, vous pouvez trouver ça sur le site media.eiwa.fr. Alors, cette émission est produite, comme vous le savez, par la coopérative Rhizobium qui vous propose également des formations au sein de son Pecnolab. Les prochaines auront lieu, attendez, je coupe l'arrivée des mails. Les deux prochaines émissions, pardonnez-moi, auront lieu dans le Tarn. Alors, je n'arrive plus à me relire en janvier 2024 et en octobre 2023, donc des formations à la fois théoriques et surtout très pratiques, voilà, pour apprendre à apprendre sur les sols, à la fois en laboratoire et sur le terrain. Comme les places sont limitées, vous en doutez, pensez à vous préinscrire. Vous trouverez toutes les informations sur le chat pendant la durée de cette émission. Nous sommes donc le 29 juin, j'ai compté le 180e jour de l'année. C'est un 29 juin 1880 que la France a annexé Tahiti, on s'en fout. Que la ville de San Francisco a été fondée par un moine qui s'appelait François en 1776. Plus intéressant, c'est un 29 juin 1900 qu'est né Saint-Exupéry qui a écrit ceci dans Le Petit Prince. Il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince, c'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Pourquoi cette citation? Pour vous dire que de temps en temps, on retrouve le sol dans des éléments importants de notre culture collective. Et c'est ce que l'on va voir avec notre invité de ce soir, Christian Feller. Bonsoir, vous pouvez allumer votre caméra, sortir de l'ombre. Bonsoir, merci de nous recevoir. Vous fûtes à l'IRD, vous fûtes président de l'Association française d'études du sol. Je crois que vous êtes le premier invité que j'ai à être orné du grade de chevalier de la Légion d'honneur que vous avez obtenu en 2021, si je ne m'abuse. Et avec vous, on va aborder cette question de la présence du sol, finalement, dans notre inconscient, dans la culture collective. Juste un mot, et j'ai encore vu cela avec Philippe Billet il y a 2 jours lors d'un congrès sur la microbiologie. Philippe Billet, grand juriste, et qui est intervenu notamment dans C'est dans le sol, et une fois encore, il a redit que le sol, finalement, n'existe pas. Tout le monde en parle, on marche dessus, on s'en nourrit d'une certaine façon, mais il n'existe pas en termes juridiques, il n'existe pas tout court. Et pourtant, vous allez nous le montrer, il est présent partout. Finalement, cette impensée prouve bien que voilà, c'est quelque chose qui est dans notre tête, mais qu'on a du mal à considérer. Christian Feller, quelle est la juste dimension culturelle du mot sol? Bonsoir Frédéric, merci d'abord pour cette conversation que nous allons avoir et merci aussi à la FES d'avoir pensé à moi
c'est dans le sol. Oui, alors j'aurais tendance à dire que le sol, il est partout et chacun a son sol. Chacun a son sol. C'est ça qui est gênant pour le droit, bien sûr, mais chacun a son sol. D'ailleurs, quand vous commencez à parler du sol avec des amis qui ne sont pas des scientifiques, ils ne comprennent pas ce que vous voulez dire. Ils pensent que vous parlez du parquet voilà, vous marchez quand même dessus. Il y a beaucoup de signification au mot sol qui est polysémique. Et puis, il faut commencer à dire le mot terre pour que d'un seul coup, les gens comprennent un peu mieux. On vous dit, quand vous parlez du sol, on vous dit, ah, vous êtes géologue, par exemple. C'est un grand classique, vous cherchez du pétrole. Bon. Mais le mot sol, il est quand même enfoui un peu dans la tête. Il y a des expressions, le droit du sol, ben justement pour le juridique. Il y a le sol de nos ancêtres. Et puis, même chez les pédologues qui m'écoutent ou les agronomes, ils savent bien que le sol du pédologue tel qu'il est défini de manière scientifique n'est pas exactement le même que le sol de l'archéologue ou du géotechnicien. Bon. Chacun sa définition du mot Voilà. sol. Et même dans la communauté des pédologues, eh ben, le sol du microbiologiste, enfin le sol des racines, du microbiome n'est pas non plus exactement comme celui du pédologue généticien, enfin de la pédogénèse. Voilà, on n'est pas du tout aux mêmes échelles et c'est toujours le sol. Et dans la communauté scientifique, on arrive à s'entendre sur une définition générale, mais autrement, vous parlez dans le vide quand vous parlez du sol en général. Alors, si même entre pédologues, entre chercheurs, on n'a pas la même définition du sol, il n'y a pas quand même une définition commune, je dis bien pour tout le monde, dans notre inconscient collectif. Bien sûr, si on fait simple et si on regarde les définitions officielles sur le site de la FES, eh bien, c'est le volume de terre qu'on a qui va de sous nos pieds à éventuellement la roche qui a donné naissance à ce sol. Mais la roche peut ne pas être là parce que le sol a été déplacé aussi. Mais en tout cas, c'est un volume de terre. Voilà. Donc le mot terre, c'est le matériau du sol et ce n'est pas autre chose dans le langage scientifique. Et c'est le matériau linguistique qu'il faut utiliser pour établir, vous le dites dans une publi, une conversation sur le sol. C'est ça. Commencer par la terre. Hein. Ouais. Et donc, oui, c'est et quand vous essayez d'expliquer ce que c'est le sol, il y a deux choses que les gens découvrent de manière incroyable. Ils ont fait des études, mais bon, c'est que premièrement, alors ça c'est très important parce que peut-être que dans la suite on en reparlera, tout ce qui est le sol, constitué de terre, de matériaux meubles donc, provient d'une roche. Oui. Quand je raconte ça aux gens, chez moi ou dans la rue, c'est la première chose que je dis quand je fais un topo sur le sol. Toute la terre que vous avez sous vos pieds dans votre jardin provient d'une roche. Oui, bah ça on le sait, mais... Non, on le sait chez nous, mais je peux vous dire qu'on ne le sait pas dans le grand public. Alors ça, vous l'avez étudié, c'est passionnant dans les Antilles, vous avez passé beaucoup de temps là-bas, notamment en Martinique, et 50% des personnes que vous aviez interviewées considéraient que la roche venait du sol, c'est ça, venait de la terre. Oui, donc là, c'était des paysans d'agriculture familiale qui n'étaient pas les plus riches des Antilles. Hein. Ils étaient relégués dans les mornes, dans les dans les montagnes. Souvent, ils étaient d'origine des nègres marrons, ce qu'on appelait, c'est ceux qui avaient fui les plantations il y a longtemps, il y a 2 siècles. Et donc, je participais à un contrat qui visait à étudier les jardins créoles, c'est-à-dire les petites exploitations de ces gens-là. Et si je raconte un petit peu, j'avais en charge deux exploitations et je vais dans la première pour faire un petit peu la typologie des sols et du mode d'usage des terres chez ce monsieur-là. C'était tout sur une très grande pente, hein, tout ça est en escalier. Ce sont des sols volcaniques sur des ponces. Et puis, bon, on commence à se promener avec le monsieur. Il y avait des bouteilles de rhum qui traînaient dans les arbustes, ce qui nous mettait en forme en descendant la pente. Et à un moment, j'étais jeune à l'époque, je fais un peu mon malin, là, en voulant montrer au monsieur ce que c'est que la science. Et je lui dis, je prends une ponce
qui était toute jaune parce que c'était un endosol, enfin, c'était le sol qui était jaune en surface, et puis je la casse et je lui montre qu'à l'intérieur, la roche est grise. Et je lui dis, vous voyez, tout votre sol jaune autour, eh bien, ça vient de cette roche-là. Ah bon, D'accord. alors, il prend le même caillou et il me dit, vous voyez mon sol qui est tout autour, là, c'est tout jaune. Ouais. Et vous voyez que là, maintenant, c'est une roche qui est grise, qui est différente, ce qui prouve bien que la roche vient du sol. C'est le sol qui nourrit, qui fait la roche. C'est passionnant, ça. Alors, j'ai arrêté de l'interroger tout de suite pour garder. Puis voilà, j'avais compris que là, j'étais devant un petit problème. Alors, vous avez Et essayé de le convaincre ou alors, j'ai pas vous essayé avez du fait? tout de le convaincre, mais la fois suivante, après, j'ai fait mon petit travail que je devais faire. Et la fois suivante, je l'ai questionné assez longuement. Enfin, j'étais devenu un peu ami avec lui. Et je lui ai fait raconter sa représentation. Enfin, finalement, il m'a raconté sa représentation du monde à partir de l'hypothèse que les roches se forment à partir du sol. Et que donc le sol est premier. Quand je Le lui ai sol est premier, demandé. ça nous amène, vous voyez comment je suis malin, je voulais vous amener à la deuxième partie de cet entretien, ça nous amène à la Bible, à l'Ancien Testament finalement. Parce que du sol, tout procède. L'homme, la femme et pourquoi pas les roches finalement. Alors ça, dans la Bible, c'est pas marqué les roches. Oui, c'est vrai. Effectivement. Donc, quand vous prenez alors, quand on regarde en détail la Genèse, d'abord, il y a deux discours dans la Genèse qui ont une importance pour l'écologie actuellement. Bon, mais je peux en reparler ensuite. Bien sûr. Mais ce qui est amusant, c'est que quand on est dans le texte, la Genèse, les tout premiers versets, donc c'est la première page de la Bible. C'est donc le livre de la création. On commence par créer le ciel et la terre de rien. Ouais. C'est une création ex nihilo. Les trois cultures abrahamiques, j'ai la culture judéo-chrétienne et islamique, Mhm. c'est des cultures, il y a des typologies pour la création dans les mythes, et c'est le mythe de ex nihilo, de rien. Donc il y a une force particulière qui crée d'un seul coup tout. Donc c'est le cas. On crée le ciel et la terre, et puis on sépare la lumière et les ténèbres, et puis donc ça fait le jour et la nuit, et puis ensuite on crée les eaux. Enfin, on sépare les eaux parce qu'il y avait déjà des eaux primordiales qui étaient de deux sortes. On pourrait dire les eaux marines et les eaux continentales ou les eaux du ciel. Et tout de suite après, on crée le sol. Enfin, ça dépend du discours, mais du premier ou du deuxième discours. Enfin, le sol arrive après. Il arrive après l'eau. Donc, ce qui est premier dans les deux discours de la création qui sont dans la Genèse, c'est intéressant parce que on a fini le premier au 10e verset et on entame le second et c'est pas on refait la création, mais pas de la même façon, Mhm. notamment pour Adam et pour l'homme. Donc voilà, donc le sol arrive après l'eau, mais le sol arrive en premier. Et quand on cherche plus loin dans la Genèse, à la fin du discours de la création, de la deuxième création avec Noé, l'arche de Noé, eh bien on ne trouve pas le mot roche. Alors il y a le mot continent, qui en fait, on a traduit continent, mais c'est sec, qui est opposé à l'eau. Après, c'est la séparation de l'eau et du sec. C'est en quelque sorte les paysages, les continents et le sol. Et après, on ne trouve pas le mot roche. Et pourquoi? Pour quelle explication? Ça, il faut le demander Au à ceux créateur. du 4e et du 9e siècle avant Jésus-Christ, pourquoi le sol n'aurait pas apparu. Le sol est apparu parce qu'il a été créé en premier, mais la roche, bon, c'est pas un livre de sciences naturelles, hein, la Bible, Oui, c'est sûr. et c'est pas écrit pour cette émission, mais donc la roche est Et- incréée, bien eh, que, évidemment, il l'observe et que quand on continue dans d'autres livres, dans les livres suivants de la Bible, le mot roche finit par apparaître, mais pas du tout pas dans les 10 premiers livres de la Est-ce que ce n'est pas Genèse. finalement vos amis martiniquais qui ont créé ce chaînon manquant? Les roches, on n'en parle pas. Le sol est présent. Donc, les roches viennent du sol. A Et priori, donc, ça peut sembler logique. sur le moment, quand j'ai interviewé mon gars, là, ça m'avait surpris, là, son interprétation du monde, parce qu'en fait, ça a débouché sur l'interprétation
de la façon dont il voit son environnement, ce monsieur-là. Tout Et à c'est fait. seulement il y a très peu de temps, en fait, il y a 1 an ou 2, en lisant la Bible pour faire un petit article et tout, plus sur la polysémique sur ce point-là, que je m'aperçois que le mot roche n'est pas cité, alors que les roches existent évidemment. Alors que le mot sol ou le mot terre sont cités 4 fois. Il y a 4 mots. Hein. J'ai votre publi, Eretz, Yabasha, Afar et surtout Adama qui a donné Adam. Adam, c'est la terre, mais finalement, c'est logique. Adam est né de l'argile. Oui, Dans et notre inconscient collectif, finalement, il est là, le sol. voilà Il est partout. exactement. Il y a dans la culture, il y a un auteur qui était un homme politique français et qui était écrivain, qui s'intéressait beaucoup à la culture, Donc, qui a dit, qui a écrit, c'est resté fameux, enfin on lui attribue, parce qu'en réalité on pense que c'est quelqu'un d'autre, mais Édouard Herriot, il président s'appelle, de il la a été République, maire de Lyon, bon, président du Sénat, enfin bon. du Sénat, oui, pas de la Et il a République. écrit cette parole, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Alors ça a l'air d'être une boutade, mais quand on y pense un peu, c'est vrai. Et j'allais vous citer, pour illustrer cette boutade, j'allais justement vous citer le cas d'Adam. Même si on a tout oublié, on devient gâteux et dément, je suis presque sûr que si on demande à quelqu'un, même s'il n'est pas croyant, pratiquant, d'où vient l'humanité, s'il est de culture judéo-chrétienne, il dira Adam. Et Adam, c'est Oui. le sol. Et Adam qui a Donc, été modelé par Dieu, pour celles et ceux qui oui, croient à en partir de Dieu, la terre, à partir de l'argile, à non? partir de Adama, ça veut dire la terre ou le sol. Mais c'est plus la terre cultivée, d'ailleurs, souvent, c'est la terre travaillée. C'est la terre travaillée, la glèbe, c'est ça, non? Alors, la glèbe, ça, c'est un autre auteur qui utilise le mot glèbe, oui, pour parler d'Adam. Il l'appelle Adam le glébeux. Oui, c'est ça, Adam le glébeux. Voilà, j'ai retrouvé ça dans la Bible de Chouraki, la traduction de C'est Chouraki que ça, je c'est lis. la Bible de Chouraki, qui est un exégète juif français et qui a fait sa propre traduction de la Bible. Il a l'originalité, il est considéré comme très particulier, il a l'originalité d'avoir fait une traduction le plus près des mots hébraïques, D'accord, sans se préoccuper de la construction, presque de la construction de la phrase. d'accord, ça doit pas être Et, simple à lire, oui. et donc, non, c'est pas ça, mais c'est bien parce que le glébeux, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que Adam, quand il doit travailler le sol, il vient du sol, il retournera au sol, mais Dieu le sort du paradis, de l'Éden, du jardin d'Éden, pour qu'il travaille le sol et de manière pénible. Oui, ça c'est intéressant. Dieu, donc, a créé un être à son image à partir de l'argile, mais il condamne finalement, parce qu'il a fauté l'être créé à son image, à travailler, à aller chercher sa nourriture en travaillant Oui, en ce dont travaillant le il sol dont provient, il le est sol. issu. Et C'est en intéressant, travaillant ça. durement, il lui dit bien, il y aura les chardons, ce sera dur, etc. Et donc le mot Adam, qui vient de Adama, en hébreu, qui veut dire Ouais. la terre, euh, en fait, le mot Adama, pour dire la terre ou le sol, parce que tous ces mots sont assez polysémiques, quand même, il est largement dominé par le sol qu'on travaille, le sol de l'homme. En quelque sorte, c'est le sol de l'homme, et la fonction de l'homme, c'est de travailler le sol. Voilà. Est-ce que ça ne peut pas expliquer, je vais tirer le fil jusqu'au bout, est-ce que ça ne peut pas expliquer le fait que le sol est une boîte noire, est un impensé, justement parce qu'on a été obligé, il fait partie de notre condamnation, il faut le travailler, il faut s'échiner à travailler dessus pour aller chercher notre nourriture. Est-ce que c'est pas encore dans notre tête, ça? Je pense que travailler le sol, c'est considéré comme un effort. Ouais. Le labour, les gens qui labourent quand ils labourent encore à la main, ça existe, à Madagascar par exemple, eh bien, ils sont valorisés pour l'effort qu'ils font. Parce qu'évidemment, ils permettent de produire la nourriture dont on a besoin, mais en même temps, on reconnaît cet effort au point qu'on en fait presque des héros, c'est identitaire, enfin, de Oui, labour. et avec un objet qui est presque un totem, hein, c'est une pelle, une bêche, là-bas à Madagascar, vous me disiez au téléphone, qui est un mot Oui, important c'est là-bas. l'angade, on appelle ça angade, et c'est une bêche tout simplement. Et l'identité de l'homme malgache, quand on se promène à Madagascar, on voit tous les hommes, des femmes aussi d'ailleurs,
mais enfin surtout des hommes, avec la bêche sur l'épaule tout au long de la journée. Qu'ils aillent pour labourer les rizières ou d'autres champs, ou bien qu'ils aillent pour utiliser la bêche dans des contextes culturels comme l'inhumation, etc., pour creuser, pour construire. Et je suis enfin, en train d'essayer de publier un article là-dessus qui montre que c'est un objet complètement identitaire pour l'homme malgache parce que il est représenté dans les livres scolaires quand on veut représenter l'homme malgache. C'est toujours l'Angad. Il est dans les proverbes, il est dans des contes, il est même sur un drapeau national à côté de la Kalachnikov lorsqu'il y a eu la révolution de 74. On y avait mis aussi l'Angad pour le monde rural. Donc, c'est un objet identitaire très fort et j'ai une hypothèse, c'est une simple hypothèse parce que j'ai aucune vérification, que poser le problème du travail du sol à Madagascar, par exemple par le non-travail du sol, je fais l'hypothèse de la faible appropriation de cette alternative qui est proposée par la science et la technique. Eh bien, je fais une hypothèse sans pouvoir vraiment la vérifier, que ça contribue au rejet de la proposition, même si on peut démontrer que c'est bien. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le laboureur en Europe occidentale, qui était un statut, le laboureur était un personnage important, était Oui. l'élite de l'agriculture, et est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que finalement le fait de travailler sur le sol, c'est un honneur, c'est un devoir, et ça peut expliquer la propension qu'on a eue à retourner à labourer pendant tous les siècles et aujourd'hui encore à freiner sur d'autres pratiques. Oui, c'est-à-dire que le labour est quand même très répandu dans le monde, qu'il soit manuel ou motorisé ou en culture attelée. Il est répandu énormément dans le monde depuis la nuit des temps. Donc ça, c'est bien inscrit qu'il n'y a personne, si vous parlez aussi à un grand public, et qu'ils ne s'intéressent pas particulièrement à l'agriculture et que vous leur dites maintenant on fait de l'agriculture sans labour, il faut leur expliquer parce qu'ils ne comprennent pas. Par définition, l'agriculture, c'est du labour. Eh ouais. Donc c'est bien inscrit dans nos têtes, ça, que le labour. Et je pense que les gens ne savent pas qu'Adam, ça veut dire sol, ça vient de sol, mais quelque part, le sol est inscrit comme ayant toujours existé. Quand je demande aux gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire par sol, je leur demande, mais d'après vous, d'où ça vient? Ça, ils ne savent pas. Ils peuvent lire les roches qui sont un peu scientifiques, mais souvent, ils ne le disent pas. Ils disent, je ne sais pas, ça a toujours existé. Ce sont des phrases qu'on entend facilement. Ça a toujours existé. Et donc, le sol qui a toujours existé, tout le monde a ce mot alors très facilement en tête, on atterrit l'atterrissage au sol, enfin bon, mais il n'empêche que le mot sol, vu du côté scientifique, tel que l'utilise, la définition qu'utilise le scientifique, est quelque chose qui ne parle à personne. Et donc, communiquer sur le sol, c'est commencer à savoir ce que les gens ont dans la tête pour leur expliquer qu'il y a une autre façon aussi d'en parler. Une autre façon d'en parler, est-ce que c'est pas vous devez forcément aborder la fertilité des sols, l'humus. L'humus, c'est la même racine que l'homme quand même, et on en revient toujours. L'argile a donné Adam, l'humus ça a donné l'homme. C'est intéressant ça aussi. L'humus a la même racine que l'homme, mais surtout l'humus, c'est le sol, en latin. Le mot humus veut dire le sol. Et le sol en entier, le sol général, la terre, le sol. Voilà. Et c'est au cours du temps seulement que cet humus a été vu, après on a dit, été vu plutôt du côté de la terre végétale, hein, des horizons humifères, jusqu'à ce que maintenant le mot soit encore polysémique, puisqu'il peut représenter à la fois un constituant, les constituants organiques du sol, la matière organique du sol, comme il peut représenter des horizons, donc des horizons d'humus, donc des horizons de sol. Donc il est toujours un peu comme ça, mais c'est au cours des âges que sa signification a été un peu précisée. Mais on est toujours avec une ambiguïté. Alors, une autre ambiguïté que vous soulevez dans votre publi, et qui me renvoie sur la 31e émission, c'était sur le projet Interagite Plus de la Chambre d'agriculture de Dordogne, qui essaye de refaire de la polyculture élevage, et elle se heurte encore à une dimension culturelle entre les éleveurs et les agriculteurs,
une difficulté à ce que ces deux mondes interagissent, et ça me renvoie à votre publi, hein, les deux fils d'Adam, Caïn et Abel. Caïn était agriculteur et et Abel était éleveur. Euh, Berger, oui. Berger, pardon, oui. Ça nous dit quoi, ça? Non, ça, je ne sais pas. Parce que Dieu, il a demandé à Caïn et Abel de lui faire des offrandes. Et chacun a offert Caïn les produits du sol, et puis Abel les produits de ses animaux, ses moutons, quelque chose comme ça. Et Dieu a été très content du cadeau d'Abel. Et pas du tout, mais on n'a pas d'explication, pas du tout de celui de Caïn. Et, et donc, Caïn, il a été désespéré par ça. Il s'est vengé sur son frère. Dieu dit qu'il était jaloux. Enfin, et il a tué. Donc, Caïn a tué Abel. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on peut penser que Dieu préférait le berger à l'agriculteur. Alors même qu'il avait demandé, qu'il avait condamné les hommes finalement à travailler le sol. Oui, oui, c'est très curieux. Donc, à l'époque, je pense qu'à l'époque, les bergers étaient, et le mot berger, c'est aussi le berger de l'âme, hein, c'est aussi Oui. actuellement. Donc, peut-être que la fonction de berger était mieux appréciée que celle d'agriculteur. En tout cas, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu, dans sa grande miséricorde, si je puis dire, a quand même, Caïn a dit après, il a reconnu, il a tué son frère, il était désespéré, et Dieu lui dit, tu vas aller maintenant te promener ailleurs et parcourir le monde et sans avoir d'endroit où rester, enfin bon. Et Caïn dit, mais vous me condamnez là, tout le monde va me tuer, enfin, non, personne ne te tuera. Et donc, mais enfin moi en tout cas, il y a sûrement des gens qui ont des idées là-dessus, enfin moi je suis un amateur hein, dans ces choses-là. On ne sait pas. Pourquoi Dieu, quelle est la symbolique qu'il y a derrière Dieu qui préfère le berger à l'agriculteur? Peut-être parce que le berger Mais c'est vend. finalement l'agriculture qui a quand même dominé Eh le oui. monde. Mais le berger, peut-être, il a plus de temps pour penser, hein. Beaucoup disent que l'islam est né des réflexions des bédouins, qui, d'une certaine façon, sont des pasteurs aussi. Est-ce que les trois religions du livre ne sont pas liées au pastoralisme d'une façon ou d'une autre? Il y a des grandes chances. Il Il y y a a de des grandes grandes chances chances. que ce soit, enfin que c'était très important. Tout ça m'amène à. Donc, on parle d'Adam. Enfin, en fait, on tourne autour du pot pour parler des sols. On essaye de trouver plein de mécanismes intellectuels pour parler des sols. Finalement, on parle d'un sujet que vous affectionnez, de métaphores pour ramener les gens sur les sols. Et vous trouvez que culturellement, on en fait un peu trop, que notamment la recherche les utilise un peu trop. Par exemple, avec la santé des sols, vous trouvez que ce n'est pas un bon concept, mais qu'il est révélateur on peut parler de quoi? D'une dérive? Alors, je pense que je ne c'est pas que je pense pas que ce soit un bon concept, c'est Mhm. que je pense il doit savoir à qui il s'adresse. Alors là-dessus, je suis complètement en accord avec deux publications très importantes qui ont été faites sur ce mot-là, sur la métaphore. Une qui est hyper scientifique, euh, qui est de Lehman en 2020, et Al, qui essaye de voir sur un plan scientifique comment on peut définir la santé du sol, jusqu'où ça va et comment on peut la quantifier. Puisqu'on est scientifique, on doit quantifier. Et l'article est fantastique parce qu'il est très savant. Il fait le point dans le fond, sur tout ce qu'on pourrait dire pour parler du sol. Et la conclusion, c'est que c'est une usine à gaz. Si on veut vraiment arriver à quantifier en un endroit donné, à un moment donné même, la santé de ce sol-là, il faut faire appel à la fois à des données, bien sûr, pédologiques, les propriétés des sols, à des données biologiques, à l'écosystème, puisque la santé du sol, eh ben, c'est aussi une partie de la santé, là encore, de l'écosystème. Et puis, ça peut aller aussi sur des fonds culturels que représente le mot santé pour chacun de nous. Et quand on pense au mot santé tel qu'il des êtres vivants, eh bien, un être vivant, c'est un être qui a des limites, qui est défini,
bien clairement, qui a des limites dans l'espace, hein, nous-mêmes ou n'importe quelle plante ou animal, et qui a aussi la capacité de se reproduire. C'est quand même une des définitions. Donc, est-ce que le sol peut être considéré comme un être vivant? On peut dire qu'il abrite du vivant, mais voilà. Donc, tout ça amène à tout un tas de réflexions. Et finalement, la conclusion de l'article de Lehmann, c'est que c'est une très bonne métaphore parce que ça parle à tout le monde tout de suite. Ouais. Donc, pour engager la conversation, pour communiquer, donc, c'est un truc, c'est absolument magnifique. Il suffit d'essayer et dès qu'on veut dire, simplement, on dit c'est la santé du sol. En tant que scientifique, on devrait dire c'est comme si on parlait de la santé du sol. Ce qui est tout à fait différent, ce qui, à mon sens, est très différent, car on est des scientifiques. Et donc, autant utiliser le mot la santé, la métaphore pour s'exprimer par rapport à des gens qui n'ont pas une culture scientifique sur le sol, et ça leur parle, et ça parle à chacun d'une certaine manière. Mais dès qu'on veut le quantifier, on n'y arrive pas. Mais par contre, on peut très bien dire c'est comme si je vous parlais de notre santé ou de la santé du sol. Bon. Il y a eu un autre article qui était de pédologue aussi, mais qui était plus dans le domaine culturel. Et donc la conclusion la conclusion de Lehmann, c'est de dire on devrait l'utiliser comme un principe, mais pas comme un objet absolument à rechercher, à quantifier. C'est-à-dire un principe. Ça va être difficile. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, un principe? Un principe, c'est un principe général de divers états du sol selon l'endroit où il est, le moment où il est, la façon dont il est géré, l'environnement qu'il a, etc. L'autre article est un article qui est un peu humoristique sur la métaphore santé du sol de Janssen et Hall, sont des Canadiens, et qui se sont demandé, reprenant ce que dit Lehmann, concluant que, sachant qu'on ne peut pas, on a beaucoup de mal à le quantifier vraiment pour donner des chiffres ou quelques indicateurs, disant un peu pareil, disant c'est ce qui est intéressant quand on parle de santé du sol, c'est d'alerter les gens qu'il faut s'intéresser à ce compartiment-là de l'écosystème. Il faut en tenir compte. Ça fait, voilà, c'est comme si vous êtes malade, il faut qu'on s'intéresse à vous, il faut qu'on vous soigne. C'est comme le sol care. Et il conclut, je vais vous lire la phrase si je la retrouve. Janssen, le deuxième article, conclut en disant une bonne métaphore produit une bonne science. Autrement dit, la métaphore oblige à réfléchir à toutes les interactions entre le sol et tout ce qu'il y a autour, et y compris les êtres vivants aussi. En tout cas, on est obligé d'en employer tellement le terme. On pourrait employer les termes propriété, on pourrait employer les termes fonction, on pourrait employer beaucoup de choses. Les gens qui défendent la santé du sol vont me contredire, mais c'est très difficile de définir comme une évidence, comme ce que c'est que la santé du sol. C'est plus définir, c'est analyser en réalité, mais ça nous mène très loin, toutes les interactions entre cet objet de l'écosystème et tout ce qui l'entoure, ou ce qui l'a entouré. Donc, voilà. Et il continue, donc une bonne métaphore produit une bonne science dans ce sens-là. Ça vous oblige à réfléchir à tout ce qui est, avec quoi on est en interaction et pas rester les yeux collés sur le sol, quoi. Ça, j'entends bien, mais… Et une bonne science, et ça se termine, une bonne science, donc une bonne métaphore produit une bonne science, et une bonne science produit des métaphores toujours meilleures. Et si la métaphore de la santé du sol ne reste pas, c'est qu'elle n'était pas assez bonne. Il y en aura une autre plus tard. En tout cas, il faut employer plein de moyens détournés pour accrocher les gens, pour leur parler des sols, contrairement à l'eau, contrairement à la nature, peut-être que je me trompe. Et donc convoquer, pourquoi pas, comme on vient de le faire, l'Ancien Testament à tout le moins. Philippe Biel emploie d'autres méthodes. Lui, il dit que finalement, on ne parle pas des sols parce que ça heurte un bâton totem dans notre conscience républicaine et révolutionnaire, c'est la propriété privée. Donc, pour parler des sols, il faut parler du foncier, il faut parler d'autre chose. Moi, en tant qu'animateur, débatteur, etc., je vois bien, les sols, ça ne parle pas, sauf si on parle de bouffe, sauf si on parle de PLU à un élu. Mais en tout cas, parler des sols en soi… Non, ça ne parle pas.
Ça parle pas, mais c'est désespérant pour Christian Non, c'est pas Steller. désespérant parce qu'on a du boulot à faire. Si on pense que parler des sols comme on en parle, ça ferait avancer beaucoup de choses. D'ailleurs, ça fait avancer. Quand même, depuis 10-15 ans, le mot sol est beaucoup plus répandu, euh, même s'il y a confusion entre sol et terre. Alors, on va y venir ça, sur cette évolution. Je voudrais juste terminer Oui. sur cet aspect culturel, cet impensé. Est-ce que c'est propre à la France, c'est propre à la culture occidentale, c'est propre à la religion catholique? J'en sais rien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel impensé chez nous? Je vous prends une image, juste une idée. Aux États-Unis, on en parle plus et souvent on dit que c'est à cause des raisins de la colère, à cause de la perte des sols pendant les années Ouais. 30. Les Russes semblent plus attachés, les Ukrainiens plus attachés à leur sol que nous autres. Est-ce que est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça repose sur le fait que dans ces cultures, voilà, la valeur intrinsèque existe pour les sols, celle de la perte des sols aux États-Unis ou au Canada, par exemple? Moi, je pense que c'est un peu partout pareil, ça. D'accord. Bon. C'est-à-dire que les scientifiques, oui, les agronomes, oui, enfin, les écologues aussi, la dégradation des sols, ça leur parle, mais ça parle aussi aux gens quand on voit qu'on recouvre la terre, le sol, ils comprennent bien que l'eau rentre plus. Donc ça leur parle, hein, c'est votre livre, hein, Cessons de ruiner nos sols. Merci. Donc ça parle partout, là. Et ça parle de plus en plus au grand public, sous cette forme-là. Et donc, il faut mettre l'accent sur les sols qui disparaissent. Donc, c'est notre métaphore. Attention, on risque de les perdre. Et là, voilà, ça c'est très important. Ouais. Et à force de raconter que le sol, il offre beaucoup de services à l'humanité, les gens comprennent ça très bien quand on fait des communications au grand public. Une fois qu'ils ont vaguement compris ce que c'est le sol, mais ce n'est pas le plus important, c'est leur dire que cette couche de terre, elle rend des services incroyables à l'humanité. Quand on leur défile, et ils sont très sensibles au fait qu'après, il y a des ronds-points qui s'installent, on n'aura peut-être pas besoin, que le béton s'installe partout, qu'on fait disparaître un département français, enfin c'était comme ça il y a 10 ans, tous les 7 ans, ou je ne sais les 7 ans. Voilà, ou bien 26 mètres carrés de terre fertile chaque seconde. Et ils comprennent ça très, très bien. Et ça, c'est une évolution que vous avez constatée, vous, depuis 10-15 ans, vous dites. Ah oui, absolument. Ouais. Ah, mais là, c'est très, très net. Je suis constamment abordé sur ce point-là. Les gens, même s'ils ne savent pas trop quoi il s'agit, l'imperméabilisation et l'érosion, surtout l'imperméabilisation, et quand on leur explique aussi que l'érosion et le ruissellement, c'est la même chose, ils comprennent bien aussi. Donc, ça a, à mon avis, beaucoup changé. Pourquoi? C'est justement cette ambiance un peu catastrophiste, eschatologique, Oui, très judéo-chrétienne. Voilà. C'est aussi le fait qu'on relie maintenant le sol à beaucoup d'autres choses. C'est ça. Ça, c'est très important. Et le changement climatique, de ce côté-là, ça parle. Alors, les gens ne savent pas encore, le grand public. Quand on fait un topo sur sol et changement climatique, ils le découvrent. Mais alors, quand ils ont découvert ça, le sol devient encore quelque chose, puisque c'est une image maintenant, tout ce qui est mauvais, c'est le changement climatique. Donc, du coup, ça devient une image incroyablement positive. Positive. Moi, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une dérive, pardon, chez certains et certaines, de considérer le sol comme un objet presque sacré auquel il ne faut plus toucher, sans bien même le connaître, et on ne le laboure plus, on ne met plus d'engrais, on ne met plus de pesticides, on n'y touche plus. Voilà, on ne touche plus à la nature, on ne touche plus au sol. Et parce qu'il y a une demande à agriculture bio, biodynamie, permaculture, on ne touche plus à rien finalement. Non, mais ce n'est pas ne pas toucher au sol, c'est plutôt pas toucher aux engrais chimiques, par exemple. Il y a des mots qui sont proscrits, presque des gros mots actuellement dans le public. Et qui sont liés à quoi? Ce n'est pas forcément le sol, c'est la façon, c'est plutôt « Ah non, je ne vais pas employer des engrais chimiques pour mettre sur mon sol. » quoi. C'est mauvais comme les pesticides. Hein. Actuellement, en tout cas en Europe, dans les pays riches, en tout cas en France, voilà. À chaque fois que j'évoque le problème de la fertilité des sols et les engrais, on me dit oui, mais pas les engrais chimiques. Et on me dit, ou alors que je prononce le mot pesticide, et on me répond engrais chimiques. Donc là, il y a… les gens mélangent les deux. Oui, les gens mélangent absolument les deux. Parce que c'est toxique, parce que c'est presque culturel. Hein. C'est un point
Essayez, testez ça, laissez parler un peu des sols avec des gens qui ne connaissent pas et de la fertilisation, enfin voilà. Où, eh ben, vous prononcez le mot pesticide et vous allez voir que très souvent, on y associe les engrais. Parce D'accord, que c'est dans le kit bio, enfin d'accord, certains bio, d'accord. c'est pesticides et engrais chimiques, c'est tout, c'est la misère du sol, quoi. Et en même temps, est-ce que cette détestation va au profit du tas de fumier? Est-ce qu'il est réhabilité alors qu'il a été voué aux gémonies pendant longtemps? Ça pue, Oui, ça oui, ça pollue, c'est une autre histoire. c'est une autre histoire. Mais, non, euh, Euh, oui, non, mais pardon. les engrais chimiques, ça me désespère. Alors je me mets à dos, en général, les écologistes locaux, parce que comme je parle souvent des tropiques, bien sûr, quand je parle du sol, euh, je, je parle des tropiques. Et donc, j'arrive à dire que dans les pays les plus pauvres, notamment au sud du Sahara ou en Asie du Sud-Est, que le problème du paysan, c'est qu'il n'a pas accès aux engrais. Mhm. Alors on me dit les engrais, oui, mais pas les engrais chimiques. Je dis n'importe quel engrais. La plante, comme j'explique comment pousse une plante, elle a besoin de nitrate ou d'ammonium, bah, que ce soit ça vienne du fumier, du purin de porc ou du sac de NPK, elle prend. Et simplement, je leur dis, alors c'est associé évidemment les mauvais engrais chimiques à la pollution des nappes depuis, Bien sûr. depuis longtemps, et on associe aussi l'application des engrais aux dégradations des propriétés du sol. Enfin, bon. Donc je dis, imaginez-vous, on est en Europe, on produit, on utilise 200 kg de NPK par hectare et par an, ou peut-être un peu moins, bon, ça dépend où. Et puis, on produit 7 à 10 quintaux, 7 quintaux, enfin 70 quintaux, 7 tonnes de grains. Au Sénégal ou en Afrique subsaharienne, on consomme 10 kilogrammes d'engrais par hectare et par an, c'est-à-dire quasi rien, mais on produit 15 quintaux, 1,5 tonne de tonnes de grains. Ouais, 7 à Et, 5 à 6 et fois en moins plus de payé. ça, en produisant 7,5 tonnes de grains, on a exporté du sol, parce il a bien fallu qu'ils trouvent le peu qui restait dans le sol, ce grain. On a exporté 30 à 60 kg par hectare et par an de la richesse du sol, qu'on peut manger chez nous d'ailleurs, ou ailleurs, peu importe. Et donc, je leur dis, le problème de la faim dans le monde ou de la sécurité alimentaire, c'est que les pays les plus pauvres aient accès et à un coût qui ne soit pas trop cher, parce que vu le 2 dollars par jour qu'ils gagnent, qu'ils aient accès à un peu à de l'engrais pour qu'au lieu d'en mettre 10 ou 0, ils en mettent 50 ou 60 au minimum. Mhm. Alors ça, j'ai droit à la réponse quand je suis en Europe, en France, j'ai tout de suite droit à les répondre, mais on ne va quand même pas leur conseiller de faire le mal qu'on a fait nous. Et Donc oui, ça, c'est un. toujours notre imaginaire qui veut Et je s'appliquer pense à tous que les autres. la notion d'engrais chimique, parce qu'on le dit chimique, l'engrais chimique dans la tête des gens actuellement dans les pays riches, c'est en train de devenir culturel. Ça fait partie de ce qui se grève dans le profond, les parties profondes de notre cerveau. Et on en revient toujours à notre culture collective, hein. Il y a une culture collective sur les engrais qui peut être néfaste, comme vous le dites. Vous avez une question Internet d'Yves Colombet, je vous la lis. Dans la philosophie grecque, les quatre éléments opposent l'air et la terre, le feu et l'eau. La terre y est un élément féminin. Dans la perspective hébraïque, la terre est le sol, élément masculin, apparenté à solide selon Littré, d'où l'incompréhension entre les descendants des Grecs polythéistes ou athées et les croyants. Bon, ce n'était pas une question, c'était une réflexion Mhm. que vous partagez. Alors, sur 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 le côté de terre et Dieu le Père, en fait, les cultures qui sont les mythologies ex nihilo, qui sont partir de rien, ça veut dire qu'il y a un être formidable qui est capable de tout faire à partir de rien. Donc Ouais. ça, c'est le summum. On peut pas, dans la tête d'un humain, on peut pas penser rêver mieux, quoi. Mhm. Il est incroyable, enfin, oui, il ou elle est incroyable. Bon. Et donc, c'est Dieu le Père. La terre-mère, qui est aussi utilisée dans notre langage de scientifique, ça aussi, c'est une métaphore. Gaïa. Oui, c'est Gaïa, mais c'est terre-mère. Mhm. Vous avez
des scientifiques Mhm. voilà, au même titre qu'on fait des congrès sur la santé du sol au plus haut niveau. Enfin, on parle de terre-mer comme ça parce que c'est une belle métaphore. Euh, et donc, c'est dans les d'autres types de mythes que la terre-mère devient prépondérante. Donc, dans les mythes polythéistes notamment, la terre-mère est plus importante que Dieu le Père. Mhm. Donc, c'est aussi une question de classification. Mais tout ça se mélange un peu, et nous-mêmes, on utilise le mot terre-mère pour dire, pour dire en quoi le sol est important pour nous. C'est vachement intéressant, hein. On va terminer peut-être par vous vouliez nous montrer à quel point le sol est présent ou pas présent dans l'imaginaire artistique. Alors tout le monde connaît, enfin, en tout cas moi, c'est un des tableaux qui m'a le plus marqué à Orsay, hein, le tableau des laboureurs, de la laboureuse, non, des laboureurs, pardon, de Rosa Bonheur, qui est magnifique. Mais allez-y, vous avez quelques images à nous montrer pour nous édifier en la matière. C'est Oui, alors, arrivé. oui, puisque le titre du thème là, de cette séance, c'était, il y avait le mot art, donc j'ai fait Ouais, bien fait. Et c'est très bien pour finir et avant de partir en vacances. un petit Allez. montage. Alors que certains ont plus ou moins vu déjà, parce que je l'ai déjà fait ailleurs. Alors, il nous reste 8 minutes, ça devrait aller. Oui, ça Mettez-vous en devrait plein aller écran, alors. cher Donc, Christian. je vous le présente, vous le voyez là? Oui, alors essayez de vous mettre en plein écran. Voilà. Là, je suis en plein Ah écran. bah voilà, c'est parfait. Alors allez-y, on vous écoute et on vous Donc, regarde. vous n'avez pas une barre en haut qui vous gêne, non? Non, pas Non, du c'est tout. moi alors. Bon, donc ça s'appelle le sol de la science à l'art et je commence par cette diapo qui vous interroge. Vous avez à gauche une image que j'ai appelée A et à Mhm, droite une image que j'ai appelée B. mhm. L'une est une image scientifique, l'autre est une image artistique. Gardez, faites votre choix entre A et B parce qu'on va y revenir. Bah, ça peut être un carrelage hein, à gauche, le A aussi. Oui, oui, ça peut être un cas, ça peut être beaucoup de choses. Ouais. Alors, Alors, le sol et l'art, eh ben, en fait, on en parle presque pas, euh, parce qu'il n'y a pas de livre connu, comme il y a des livres sur les animaux et l'art, ou les mhm. plantes et l'art, même les roches et l'art. On n'a pas de livre vraiment, enfin pas encore, mais on va en avoir sûrement bientôt, sur le sol et l'art. On a quelques articles, mais c'est très, très peu répandu. Bah, vous Donc, devriez en faire un de livre, Christian. je me suis amusé en me promenant dans les musées tout au cours de ma vie à regarder comment était le sol dans les tableaux. Essentiellement les tableaux, mais il y a aussi les installations. Allez-y. Alors, si on regarde, si on fait un petit raccourci de la préhistoire jusqu'à nos jours, jusqu'au moins au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, eh bien, le sol, il est ou représenté par des rochers, ou représenté par des lignes, un peu des surfaces par moment, là, par exemple. Mais il n'est pas représenté comme un volume du tout, évidemment pas par un profil de sol. Alors il faut, même à la Renaissance, où on avait des peintres formidables qui étaient des observateurs extraordinaires, quand vous regardez le sol, Mhm. vous voyez que c'est n'importe quoi. Ça, c'est Cranach, que j'adore, mais il représente n'importe comment et tout le temps pareil. En plus, il a décidé que le sol, la surface du sol, c'était comme ça. Donc, bon. Ils s'en foutent. Et pour Ah, voir un une labour. représentation du sol, il faut arriver eh bien, à quelques tableaux aussi vers la Renaissance. Et voilà Bruegel, c'est le tableau qu'on appelle la chute d'Icare. Icare, il est là dans son coin, il vient. Icare, c'est un utopiste, hein, il essaye de voler. Et évidemment, on voit juste sa jambe là. L'utopie, c'est aussi toutes ces caravelles qui vont découvrir le nouveau monde. Et le peintre nous montre bien qu'il faut rester terre à terre C'est et ça. que ce qui est important, c'est pas Icare, c'est ce C'est le paysan laboureur. flamand qui laboure magnifiquement et on voit un début d'un profil de sol. Alors, je ne vous les ai pas mis, mais on peut voir aussi des profils de sol dans les tableaux de la résurrection, toujours à la même époque, où on voit tout d'un coup sortir du sol avec presque comme des vertisols. Là, c'est des sols souvent craquelés, et on voit sortir la résurrection des hommes, et c'est ce que j'appelle la naissance du pédologue. Mais bon, on passe au 19e, Ça, c'est magnifique et, quand même. et voilà le magnifique tableau de Rosa Bonheur qui montre le labour, justement, et la beauté du sol. Hein. Une belle parcelle, c'est une parcelle qui est labourée, ce n'est pas une parcelle en agriculture de conservation. Hein. Donc, ça, c'est le 19e, c'est très, très représentatif. Hein. Et il faut attendre le 20e pour que le sol devienne non pas
quelque chose qu'on regarde par hasard, mais quelque chose dont on s'inspire. Et peut-être que le premier tableau, qui est d'un Américain qui s'appelle Grant Wood, c'est un peintre ruraliste très connu aux États-Unis, et c'est un tableau qui s'appelle Arbor Day, le jour de l'arbre. Vous voyez, il plante un arbre. Mais en réalité, le tableau, on voit des horizons du sol. Il vous montre un paysage de sol. Et on ne peut pas faire mieux. Hein, c'est pas mal quand même. Et du coup, il y a un mouvement actuellement chez les artistes, hein, mais c'est au XXe siècle, hein, voilà, qui est de prendre le sol comme source d'inspiration, au-delà d'utiliser les pigments des sols pour faire des tableaux et des choses comme ça. Et donc, c'est un de nos collègues, Gerd Wessolek, qui est un professeur de Berlin, allemand, pédologue, qui a dit, eh bien, on est passé du land art au soil art. Donc, alors le mouvement ne s'appelle pas officiellement comme ça, il n'y a pas d'appellation pour l'instant, mais c'est lui qui a inventé ce mot-là. Et je pense que c'est très parlant quand on se réfère au land art, et bien maintenant, on n'est plus, c'est le sol qui nous inspire au-delà du paysage. Alors, je vais vous montrer quelques illustrations. Alors, les pédologues sont des gens qui peuvent être artistes. Voici les ouvrages de pédologie, et moi, je m'émerveille toujours devant ces jolis dessins qui sont pédagogiques. Et on peut aussi avoir des dessins pédagogiques, des choses pédagogiques dans les expositions. Alors, ça, c'est à Uzès. On a une exposition organisée par des artistes sur le mot terre. Et je me suis amusé, voilà 2 panneaux pédagogiques qui servaient à l'agro, enfin qui servaient à Paris, pour montrer ce que c'était qu'un sol avec leurs caractéristiques. J'ai isolé cette partie-là pour l'exposition. Et c'est ce que vous voyez écrit en B. Donc, et quand les gens passaient devant, ils me disaient, mais c'est qui cet artiste? Et donc, souvenez-vous du choix que vous avez fait. Le B, c'est l'art. Non, le B, c'est la science, justement. Donc, la science peut être artistique. Et puis arrive du Buffet. Ça, c'est extraordinaire parce que Dubuffet, dans les années 1950-60, écrit, tout d'un coup, il découvre que la terre de son jardin, c'est vachement bien. Ça l'inspire. Et il écrit à Pierre Matisse, qui est écrit en dessous, dans sa série à propos de sa période qui s'appelle Topographie, il écrit « J'entends par là une nouvelle série de tableaux d'assemblage représentant des morceaux de sol. » Et il va faire pendant 10 ans, à côté de tout le reste, tout un tas de tableaux qui, pour lui, parlent du sol. Alors, vous voyez les noms, il y a histologie du sol, texturologie, mécanique du sol, topographie honneur en sol. Et celui-ci, c'est celui qui s'appelle histologie du sol, c'était la lettre A. Donc, celui qui est le tableau qui a l'air le plus scientifique, peut-être, était justement le plus artistique. Et qu'est-ce qui lui plaisait tant que ça dans le sol chez Dubuffet? Eh bien, je pense qu'il a, il a découvert qu'avec ça, on pouvait faire tout un tas de choses différentes. Et puis, tout d'un coup, il s'est retrouvé peut-être avec un lien au sol. Il a été le découvreur de l'art brut. On n'est pas si loin que ça dans des tableaux de sol que près de l'art brut. Ça n'a pas l'air d'être artistique tellement. Voilà un autre grand qui est peu connu, Paul Rébérol. Voilà des tableaux de sol. Là, vous avez l'échelle. Hein. C'est ce qu'il appelle ces grands paysages. Tout ça, c'est du sol. Hein. C'est du sol. C'est du vrai sol. C'est du vrai sol, d'accord. Il fait d'autres choses aussi qui sont du même ordre. Et puis, un de mes grands, Anselm Kiefer, qui est un des plus grands artistes mondiaux contemporains actuellement, qui est figuratif, mais qui a une puissance pas possible. Là, je montre qu'une image, j'en ai beaucoup plus. Il fait des tableaux aussi de sol où il y a du sol, il y a du béton, il y a de l'herbe, il y a de tout. Et c'est des tableaux qui font 3 mètres sur 5 ou des choses comme ça. Donc, qui sont inspirés par le sol. Et pour terminer, mon artiste préféré, qui est japonais, que j'ai rencontré parce qu'un jour, en 2009, j'ai été invité dans un centre culturel qui est l'abbaye de Noirlac, au centre de la France. Et j'étais invité pour faire un topo sur le sol et l'art à propos de l'exposition, autour de l'exposition de ce japonais, Koichi Kurita, qui reste 3 mois dans le coin où il va exposer, il ramasse des sols, il les étiquette, il les géoréférence et il les travaille un peu à sa façon et il en fait des installations.
et c'est toujours dans des lieux un peu sacrés. Et là, on est dans la nef de l'abbaye. Et il a disposé 500 carrés de sol qui font chacun 50 cm sur 50. Et quand on entre, et vous voyez que ce n'est pas sans nous rappeler notre code Munsell, bien sûr, quelque part, et vous voyez que voilà ce qu'il fait aussi avec le sol. Hein. Il fait des installations de toutes sortes, comme celle-ci, et qui rappellent aussi des représentations du code Munsell qui ont existé par M. Munsell, qui a été fait par M. Munsell à l'époque, qui était un artiste d'ailleurs. Et donc, quand je suis rentré dans l'abbaye avec des gens qui visitaient cette exposition, c'est la première fois que j'ai entendu cette parole. Les gens dire, mais ça, c'est le sol de chez nous. Qu'est-ce que c'est beau. Et quand un pédologue entend dire, et un artiste aussi, que le sol, c'est beau, c'est gagné. C'est très important parce que ce n'est plus sale. Et ça va passer à un autre niveau dans le conscient ou l'inconscient de la personne. Et le sol sera ensuite respecté. Et cet artiste fait ça exactement pour montrer que le sol, c'est beau. Il ne veut surtout pas être comparé à de la science, alors qu'il fait du travail comme les scientifiques avec des extractions d'argile, voilà, mais à sa façon. Et il en fait un objet artistique qui est très beau. Donc, ben voilà ce que je voulais vous dire, c'est très court, mais sur le sol et l'art, et en quelque sorte, les artistes sont actuellement nos ambassadeurs. Et il y a de plus en plus d'artistes, j'aurais pu en montrer beaucoup plus, qui sont inspirés par le sol, évidemment parce que l'écologie a mis aussi, c'est souvent une activité militante de la part de l'artiste de montrer que le sol, il faut le considérer. Voilà. C'est un conseil que vous donnez pour conclure à la FES, à Rhizobium, au monde de la recherche. Oui, ben on a des imaginaires, des artistes. Oui, il faut faire autour du sol, il faut présenter des œuvres et on a des collègues pédologues, Fokker von Hort, Bresson, Dominique Schwartz, qui à travers ou la peinture ou les installations. Quittez votre PowerPoint, Christian, on vous verra mieux. Comment? Oui, je vais le retirer. Voilà, on vous verra mieux, vous serez plein écran comme ça. Voilà. Donc, vous disiez. Donc, voilà, je disais qu'il faut montrer que le sol, c'est utile et que c'est beau. Et le sol, c'est beau. Et vous le trouvez beau et vous le rendez beau. Et il est beau finalement depuis la nuit des temps, hein, vu qu'il est présent dans notre imaginaire, dans les trois religions du livre. Donc il faut, il n'y a pas un sol, il y a plusieurs sols. Et avant de parler du sol, il faut se demander à quoi pense son interlocuteur. Oui, ça c'est important, surtout si on veut communiquer des alternatives de gestion. C'est la première étape. Communiquer, c'est être à deux et non pas un seul qui parle. C'est vrai, co, ça veut dire avec. Il ne faut jamais l'oublier. Et convoquer donc d'autres regards et employer des métaphores, vous l'avez dit, parce que le sol ne se suffit pas à lui-même compte tenu. Oui, les métaphores très importantes dans la communication. Absolument. Voilà. Vous aviez un mot de la fin, peut-être, Christian? Je regarde un peu ce que je m'étais dit que j'allais dire. Alors, vous avez déjà beaucoup dit, vous savez. Oui. Pour nos amis qui partent en vacances, tout dit. Vous avez tout dit. Oui, alors s'il y a chose c'est une question que je me suis posée parce que je n'ai pas parlé d'une autre dimension culturelle qui est l'inconscient, c'est-à-dire le sensible. Alors allez-y, je vous laisse 2 minutes. Voilà. Donc, je me suis demandé pourquoi j'étais pédologue. C'est vrai ça. Tout d'un coup, j'ai fait une rencontre. Moi, je suis un chimiste au départ, de la chimie pharmaceutique. J'avais aucune raison. Le hasard fait que un jour, on m'a prononcé le mot de pédologie et je suis revenu pédologue et je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Et j'ai du mal à me demander pourquoi ça, sur un plan un peu psychologique. Alors du coup, je suis allé, donc je n'ai pas répondu à ma question, enfin j'ai des vagues idées, mais bon, ce n'est pas la peine. Et puis, je me suis amusé à lire des scientifiques dont on parle et qui sont concernés par le sol. Et j'ai fait publier plusieurs articles sur un monsieur qui s'appelle Bernard Palissy, qui fut très célèbre comme
un soi-disant précurseur de la théorie minérale de Liebig 3 siècles avant, parce qu'il parlait du sel de la Terre. Bon. Et puis aussi un monsieur qui s'appelle Darwin, qui s'est beaucoup intéressé au sol toute sa vie, à travers le ver de terre, mais c'était le sol au départ. Toute sa vie, il s'est intéressé au sol, autant qu'à l'évolution. Et de manière tellement curieuse que je me suis demandé pourquoi il n'y a aucun rapport entre le livre qu'il a écrit un an avant sa mort sur les vers de terre, donc sur le sol, et pourquoi il n'y a aucun rapport, ce livre-là, avec l'évolution. Parce qu'il n'y a aucun rapport au premier. Donc voilà, je me suis interrogé sur la psychologie de M. Darwin. Ça va être publié bientôt. Dans le fond, en découvrant que le sol, dans l'inconscient, c'est une hypothèse là encore, il faut croire à la psychanalyse pour ça, que dans le fond, le sol s'est profondément enfoui dans l'inconscient de M. Darwin, à tel point qu'il va rencontrer non seulement les vers de terre qui vont lui permettre d'écrire sur le sol et travailler sur le sol toute sa vie, mais ce n'est pas forcément loin de la théorie de l'évolution aussi. Voilà. D'accord. Donc là, voilà, il y a un domaine à explorer qui est l'inconscient des pédologues ou des gens qui ont écrit sur la Terre. On va travailler là-dessus, sur l'inconscient des pédologues. Peut-être que ce sera un thème d'un prochain C'est dans le sol. Mesdames, Messieurs, C'est dans le sol qui va recommencer à la rentrée, peut-être sous une autre forme. Voilà, vous aurez la surprise. Christian Feller, merci beaucoup pour ce grand pas de côté. Vous nous avez fait respirer, vous nous avez sorti les 2 pieds du sol, parce qu'on a nos 2 pieds dans le sol avec cette émission depuis 3 ans. Voilà, vous nous l'avez fait regarder depuis très loin et en même temps depuis tout près. Merci encore. Mesdames, Messieurs, vous pouvez reprendre une vie normale. Partez en vacances, profitez-en en espérant qu'à la rentrée, le monde soit dans un meilleur état, en tout cas à l'est du continent, où se trouvent, paraît-il, les meilleurs sols du monde. Et la patrie de la pédologie, qui est ukrainienne, si je ne m'abuse, peut-être sera-t-elle, j'espère, en tout cas dans un meilleur état qu'aujourd'hui. Merci encore de nous être si fidèles et rendez-vous à la rentrée pour un nouveau C'est dans le sol. Merci beaucoup, Christian. Mesdames, Messieurs, vous pouvez couper vos caméras. Merci à vous tous et toutes. Merci. Vous pouvez vous déconnecter. Comme ça, nous pouvons nous le faire. À bientôt et bonnes vacances.